A bear, there was a bear, all black and brown and covered in hair. Bonjour YouTube, une nouvelle sortie avec un bivouac. Alors toujours cette année la même thématique, l'effort autour de Metz, hein, donc nos amis les asperges d'acier, voilà, et le tout premier fortin du gardant l'accès du fort Drian, aussi appelé Crown Prince. Donc pour ceux qui ont vu les autres vidéos, voilà, c'est la suite après l'impératrice et les 7 nains, le fort du Crown Prince. Alors je vais utiliser cette pause réhydratation après le gros de la montée pour vous montrer un petit truc que j'ai fabriqué pour pouvoir poser son sac sans qu'il repose par terre. Et je sais pas si je vais pas pouvoir le bricoler en même temps que je filme, parce que tout l'intérêt c'est de faire ça avant de poser le sac. Bon, je commence à installer et je reprends. Alors c'est sur le même principe que les cordelettes pour suspendre le hamac, mais c'est une version beaucoup plus petite qui tient soit dans une poche, soit dans une poche latérale du sac pour qu'on puisse l'atteindre immédiatement. Et voilà. Et le but du jeu, c'est venir suspendre son sac ici. Ce que je vais faire dès que j'ai reposé l'appareil. Personnellement, je laisse toujours le mousqueton sur la poignée du sac, mais vous pouvez très bien l'avoir dans la poche avec la ficelle, hein. Voire même suspendre la ficelle, la cordelette, grâce au mousqueton. C'est un choix. Spécialement pour Trémain Douce. Donc Léo, je ne sais pas si tu vois, tous les nœuds sont des nœuds double diamant. C'est un excellent exercice, après tu sais les faire. Alors, plus d'un siècle après la pause, parce que ici c'est des forts construits avant la guerre de 14, on voit que l'acier est nickel, hein. Il y a un peu de rouille en surface, mais ça a toujours bien tenu. La plupart du temps, la peinture n'est pas partie. Voilà. Donc les encoches en haut, tout en haut bien sûr, ce sont des barbillons. Ensuite il y a quelques encoches pour pouvoir fixer les barbelés. Mais par contre tout ce qui est autre chose qu'un impact, en fait, ce sont des impacts dus au combat qu'il y a eu autour de ces forts pendant près de 3 mois. Alors toujours au même endroit, un exemple d'intelligence pure, ce qu'on pourrait appeler la roulette mosellane. Voilà, les petits malins sont allés tordre les piquets barbelés pour faire un passage pour le VTT. Voilà, c'est super intelligent. Surtout que bon là, c'est une pente rocailleuse, c'est probablement pas le cas. Mais ailleurs, il y a des témoignages tant allemands qu'américains qui indiquent que des mines ont été posées dans les barbelés autour des forts. Donc, règle numéro 1, s'il y a des barbelés, on n'y va pas. Alors, vu au-dessus du poste de garde tout à l'heure, et je sais pas si vous entendez mon souffle, mais là, il y a un escalier
un peu raide, hein. Largement plus que 45 degrés. Avec les marches plus hautes que profondes. Allez, on continue. Un peu plus loin, ce qui semble être un petit poste de garde. Alors, ce qui est... Voilà. C'est vraiment... celui-ci est au bord du plateau. Donc là, en fait, on a la couche de calcaire qui recouvre le plateau. Voilà, donc bon, cet abri au moins a pas l'air de fuir. Petite particularité des groupes fortifiés allemands de l'époque, parce qu'ils sont beaucoup plus étendus que les forts français équivalents. Voilà, tout le terrain est creusé de tunnels qui relient tous les ouvrages, les casernes, les batteries d'artillerie. Voilà. Donc vous voyez, c'est parfois pas très profond. Donc faut faire attention parce qu'on peut passer à travers le sol. Alors cette fois-ci, on est dans les limites de la forteresse. Donc là, ce qui rentre à peine dans l'écran, c'est un cratère de bombe ou d'obus. Parce que le fort a été très largement bombardé pendant 3 mois par l'armée américaine. Là, juste à côté un autre. Alors un petit chemin creux bien ombragé. Ouh, ça bouge. On arrive sur l'une des 4 grandes batteries du fort. Parce que celles-ci, on les voit pas parce que bien sûr elles sont là-haut, mais je vais pas cadrer droit sur le soleil. Il y a 4 tourelles de 100 mm. Il y a exactement la même un peu plus loin. Et 2 autres batteries de 150. Voilà. Toujours 4 canons par batterie. À la même époque, le fort de Douaumont a deux batteries de 75 à 2 pièces. Et une batterie de 155 à 2 pièces. Alors sur le toit d'une des batteries de 150 du Fort Drian, voilà, donc là on voit bien un jour entre la tourelle et son berceau, puisque en fait c'est l'ensemble de la batterie qui a bougé, et non pas juste la tourelle, suite au siège de l'automne 44. Alors, voilà, et il y a les autres pièces sont par là-bas. Petite précision, la substance noirâtre qu'on voit en surface, c'est bien sûr du goudron pour étanchéifier. Donc, amis campeurs et autres, hein, c'est pas la peine de venir faire des feux de camp sur les constructions, parce que votre barbecue risque de tourner vinaigre. Alors bon, montage du hamac, rien de bien original. Par contre, pour le montage de la fêtière, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps
ce système de stockage de paracordes. Donc c'est Donut. Donc il est très laid hein, par rapport au joli modèle que vous voyez, mais plus il est laid, plus il est rapide à faire. Donc en fait c'est ce qui m'intéresse. Donc là on défait l'extrémité. Une fois qu'on défait l'extrémité, en fait, on fait venir chaque boucle. Voilà, et ça se défait donc très très bien. Voilà, et on a rapidement 5 mètres de paracorde, ou seulement 3 mètres. Le reste restant enroulé, et il n'y a que 3 mètres à remballer. Donc je vais les utiliser maintenant, que ce soit pour les abris pour les bivouacs, ou juste pour les abris pluridimentaires avec juste un poncho. Alors vu le peu de poids qu'il va y avoir dans le hamac filet dans la nuit, j'attache directement l'anneau du hamac filet à un nœud de Possic, hein, ici, sur une deuxième corde sous la fêtière. C'est le même principe que ce que j'avais fait la dernière fois, hein. C'est question d'avoir une corde pour suspendre les affaires par-dessus sans que ça touche la bâche. Voilà. Par contre, il faut mettre les crochets au dernier moment, parce que si vous les stockez dans la même poche que le hamac filet, crochet plus filet, ça le fait pas. Donc je les attache au lien à l'extérieur de la pochette et ça va très bien. Parce que bon, ces cordelettes nylon, elles sont très solides, très très légères, mais elles sont chiantes à nouer, à défaire, enfin voilà. Donc c'est beaucoup plus facile, une paracorde en fêtière, et puis voilà. Je pense que je verrai si ce genre de système tient pour l'utiliser en tant que hamac pour juste pour se reposer, hein, pour faire une pause à journée. Et si ça marche, eh bien, j'enlèverai définitivement ces cordes et je remplacerai par un jeu de cordes comme ceci. Alors, toujours dans le concept d'appropriation du matos, je fais une modif de la poche du pantalon de chasse Décathlon, hein. 19 €, 30 € les deux. Voilà, pour pouvoir porter le Mora directement, voilà, ici. Parce que j'aime pas l'avoir trop haut. C'est gênant, en plus moi je porte le sac avec la sangle de hanche, donc c'est pas pratique du tout. Donc là c'est juste à hauteur. Bon, bien entendu, je le porte, on va dire, visible, entre guillemets, parce qu'en fait, on voit pas trop, uniquement quand je suis au cœur de la forêt. Alors, dans cette ancienne pochette de gourde armée française, j'ai mis une petite pelle de jardinage et la hache qu'on va voir un peu plus après. Alors, depuis que je l'aiguise un petit peu, la hache coupe, résultat, la petite housse cousue commence à passer au travers, donc il va falloir que je fasse attention. Raison de plus de la garder dans la housse pour le transport dans le sac, parce que bon, comme pour partir en rando, je prends les transports en commun, une hache sur l'extérieur du sac, moyen faible. Bon, va certainement falloir que je fasse un étui digne de ce nom. Alors cette histoire d'étui de lame m'embête un petit peu, parce que j'ai l'intention de le porter en holster, donc là je suis en train de le finir, hein. Donc c'est un double Cobra, voilà, rien de
Donc là je cherchais un moyen de le fixer correctement, mais je vais pas pousser mes recherches très loin avant d'avoir réparé ce truc là, parce que ça serait vraiment trop dangereux d'avoir une lame qui coupe donc sur le côté à hauteur de main. Voilà. Voilà, donc ça y est, j'ai dégagé un emplacement. Maintenant je vais chercher des cailloux pour faire un truc sympa. Alors, je prends de l'écorce très fibreuse et je vais essayer de démarrer le feu à partir de ces trucs là, parce que c'est super sec. Alors pourquoi j'ai des gants moches? Parce que j'ai oublié les autres, mais c'est toujours bien d'avoir ça au fond du petit sac ce petit sac de bricolage que j'ai pour les bivouacs. Voilà. Voilà. On en a un peu plus gros. Et c'est parti. Bien sûr, c'est le moment que choisit le vent pour changer de direction et aller vers le bivouac. Super. Alors ce soir, on rattrape le coup de la dernière fois. Donc, fuseau lorrain, c'est de la saucisse fumée avec des lentilles. Donc, c'est pas pareil, hein. Une dose. Donc, je m'embête pas à peser. Je pèse avant de partir. Voilà. Ça reste bien étanche comme ça et ça, elles ne prennent pas l'humidité, elles ne pourrissent pas. Voilà, bah c'est parti. Bon, forcément, alors que j'ai vu des orties tout l'après-midi, il n'y en a pas un brin à 200 mètres. Donc, bah voilà, je vais agrémenter un petit peu, mais ça sera pour une autre fois. Alors, un petit siège en écorce. Voilà, également placé pour surveiller la popote. Voilà. Alors, une fois que les lentilles sont cuites, pour enlever le surplus d'eau, vous laissez la gamelle découverte et vous touillez un peu plus souvent. Et ça va le faire dans quelques minutes. Alors, on vient à 11h, prêt à me coucher.
Voilà. Le chèche, les lunettes, la petite lampe Décathlon. La gourde. La tablette pour un peu de lecture hein, quand même. Le sac de fringues. Alors, voilà, je sais pas si vous voulez bien, voilà. Au milieu du filet, je l'ai j'ai mis une mousse coton. Ça empêche définitivement les fringues de tomber et on passe sans problème quand même des deux côtés. Ça fait deux petits hamacs au lieu d'un grand qui se retourne. Voilà. Bon, bah à demain. Alors, utilisant le rab de toile du Ticket to the Moon double là, j'ai rabattu la toile sur moi et ça fait comme un cocon. Tout à fait. Une belle chenille, mais voilà. On verra si on aura bien un papillon demain. Donc, avant de plier les gaules, l'air du feu est nettoyé complètement. Voilà. Question de pas laisser de traces. Bon, bien sûr, pas laisser d'ordures. Hein. Voilà. Les pierres sont dispersées. La cendre est mélangée à la terre et le tout couvert de feuilles. Alors, suite à l'été particulièrement pourri qu'on a eu cette année, je me suis aperçu que le petit réchaud à bois, le mini réchaud même que j'avais fait, c'était pas mal, mais ça nécessitait quand même d'avoir du petit bois relativement sec. Or, sous la flotte, c'est assez difficile d'en trouver. Donc j'ai dû me rabattre sur un autre. Donc mon nouveau kit ultra léger, voilà, c'est comme ça. Alors, il y a la tasse et dedans il y a la boîte avec le sucre et le thé, donc boîte de thon avec un couvercle de thé vert Lipton. Hein. La marque c'est uniquement pour que vous trouviez la bonne taille éventuellement. Et au fond, le petit réchaud magique de la Suisse. Donc voilà, c'est bien parti pour le thé du matin. Je transporte le tout dans une pochette en coton que je me suis faite au départ pour transporter une bouteille de Nalgene à l'extérieur du sac. Et le fait que ce soit en coton, ça permet aussi de remplacer un gant pour prendre la tasse de café brûlant ou de thé, là, en l'occurrence, notamment les anses qui bien souvent chauffent. La batterie où j'ai bivouaqué hier soir est en fait juste derrière ces merlons. Voilà. Donc en fait tout autour, il y a des ouvrages de défense périphérique de la batterie. Alors, je ne sais pas si vous les distinguez ici. Donc il y a pas mal d'impact sur la façade. Donc ça date du siège de 44. Et surtout, ce qu'on peut prendre pour des pierres de taille,
avec un dôme de pierre non taillée entassée par-dessus. C'est en fait du béton. Et, ils ont sciemment imité le dessin de la pierre de taille pour faire croire que ce bunker était moins solide que ce qu'il n'est réellement. Alors voici la caserne la plus au sud du fort, la seule que les Américains ont réussi à prendre d'assaut momentanément, puisqu'ils ont dû abandonner la position très vite. Voilà. Ça c'est pour vous donner une idée de l'aspect que pouvait avoir une caserne à l'époque. Il y a des grilles en ferraille partout. Donc en fait, toute la surface du groupe fortifié est couverte de merlons avec des chemins très encaissés. On découvre des blocos là où on s'y attend le moins. Donc il faut imaginer le désarroi des GI qui ont débarqué là-dedans et qui ont dû rebrousser chemin à chaque tentative d'assaut. Alors un petit poste d'observation donnant sur la vallée de la Moselle, mais malheureusement la couverture végétale ne permet plus de voir la vallée. C'est dommage parce que j'aurais pu vous montrer à quel point ce fort était important pour la défense de la vallée de la Moselle et de Metz, et pourquoi les Américains ont tenté de le prendre pendant 3 mois au prix de très lourdes pertes. Me voilà au milieu à peu près du groupe fortifié, et pour vous donner de la taille du groupe fortifié, là c'est la route d'accès au fort principal, qui est à plusieurs centaines de mètres, et ça c'est le petit chemin par lequel je suis arrivé, qui dessert 2 batteries comme celle auprès de laquelle j'ai bivouaqué. Donc voilà, c'est vraiment très grand et je pense que ça méritera de revenir une fois ou deux. Je repars par la porte principale du fort, celle que... Enfin, je ne suis pas passé par là hier puisque j'ai pris un raccourci par un escalier. Voilà. Et je vais redescendre tranquillement.